Quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Pas pour autant vrai, c'est un adage comme tout adage, mais aujourd'hui, Ambaro reçoit le syndicat des entrepreneurs du BTP de Madagascar, à travers son président, qui est 2 fois d'ailleurs reconduit, n'est-ce pas, monsieur Ari Anjet-Tefiasna. Bienvenue. Merci, et merci de me recevoir, Prisca. Alors, syndicat, pourquoi au fait? Alors, syndicat, pourquoi le syndicat des entreprises du BTP a été créé en 1960 pour préserver les intérêts des entreprises du BTP. Et donc, j'imagine que nos prédécesseurs de l'époque, par rapport à la conjoncture de l'époque, se sont dit que le nom de syndicat irait mieux pour le mouvement. Mais pour vous rassurer, le SEBTP, le syndicat d'entreprise du BTP, se positionne en tant que partenaire de toutes les parties prenantes concernant le métier du BTP. C'est-à-dire que notre approche est plutôt une approche basée sur le dialogue, sur l'écoute et on va dire du lobbying soft. Communiquer sur les entreprises, communiquer sur... S'entraider aussi peut-être. S'entraider aussi, sans forcément être syndicaliste dans le sens premier du terme, mais plutôt réellement dans le partenariat. Voilà. Donc peut-être que c'est un terme qui n'a pas le sens qu'on l'octroie, mais en réalité nous sommes tout simplement un groupement de patronat des entreprises du BTP à Madagascar. D'accord. Mais quand même, ça fait quand même un certain temps que ça existe. 110 sociétés, nous avons aussi bien les majors du BTP que les grandes entreprises malgaches, que les PME malgaches, aussi tout corps d'État, c'est-à-dire de manière transversale. Nous avons aussi bien les routiers, ceux qui font du bâtiment, le second œuvre, et nous avons aussi ceux qui distribuent les matériaux de construction. Ceux qui distribuent le matériel de construction, les bureaux d'études. Donc on peut dire que le syndicat du BTP, le SEBTP, représente réellement tout l'environnement économique du BTP à Madagascar. D'accord. Oui, cela passe du génie rural, le génie civil, les ponts, les infrastructures, tout compte fait, qui fait d'un pays son avancement, tout compte fait. Oui, alors comment ça se travaille? Comment on vous entend assez souvent en collaboration avec les bailleurs de fonds, les partenaires, les groupements des entreprises de Madagascar aussi. Et on compte sur vous. Vous êtes parfois même considéré comme un paramètre. C'est ça la force de ce syndicat? Oui, et vraiment c'est une grosse responsabilité. Vous dites réellement que les gens comptent sur nous et les entreprises comptent sur nous. Et on le prend réellement comme une responsabilité. Si vous voyez un peu l'environnement économique du BTP, en ce moment, on entend souvent tel bailleur finance des projets pour des centaines de millions de dollars. La BAD, 400 millions de dollars. La Banque mondiale, 800 millions de dollars. L'Union européenne, 400 millions de dollars. C'est des chiffres qui font tourner la tête, mais en réalité très peu impactent réellement les entreprises malagasy. Donc c'est ça la bataille. C'est ça la bataille, c'est que évidemment, il ne s'agit pas pour nous de jour au lendemain de capter la majorité des financements, mais d'instaurer une dynamique, une stratégie globale qui ferait que année après année, année après année, une ou deux ou quelques entreprises malgaches peuvent vraiment rivaliser avec les plus grandes entreprises étrangères. Donc c'est réellement notre bataille. Madagascar a vraiment besoin de l'extérieur par rapport au BTP, mis à part le financement. En réalité, donc, en ce qui concerne les gros projets d'infrastructure, c'est-à-dire aussi bien les routes, les ponts, les ports, les aéroports, les bailleurs de fonds mettent en place des financements. Et un des problèmes des bailleurs, c'est est-ce que Madagascar a un faible taux d'absorption? C'est-à-dire que quand on fait le bilan, le taux d'engagement
des financements, au final, restent très faibles. Donc, il est compréhensible que les bailleurs et que le pays même fasse appel à des grandes entreprises étrangères. Là où on doit progresser, là où on doit faire un travail, c'est que, oui, Madagascar a besoin d'infrastructures très rapidement, mais sans oublier que ces travaux doivent avoir un impact social et économique. Si vous prenez une entreprise étrangère qui, quand elle vient, elle a déjà tout son matériel qui est importé de son pays d'origine. Et même la main-d'œuvre aussi. Et même la main-d'œuvre. On se pose la question, quand la route sera faite, quel aurait été réellement l'impact social et économique de la construction de cette route-là? Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on traite régulièrement avec les bailleurs. Nous, on dit, pensez aussi à l'impact social et économique que doit avoir un projet. Et ne vous contentez pas de juste essayer de réaliser le projet. Donc le but est réellement qu'il y a un ruissellement des financements. Quand une entreprise malgache fait des travaux, ou alors une grande entreprise qui sous-traite à une entreprise malgache, évidemment, on va tout acheter localement. Et les bénéfices qu'on aura, ce sera réinvesti localement. Imaginez l'entreprise étrangère, déjà, elle apporte la main-d'œuvre, elle apporte son matériel. Et les bénéfices qu'elle va faire, évidemment, elle va le rapatrier à son pays d'origine. Mais à part la route, qu'est-ce qui va rester au pays? Donc c'est vraiment un sujet où on essaie de... On vous comprend? On nous comprend, mais ce qu'on a réellement entendu, c'est vraiment un travail de longue haleine, et c'est vraiment, on prend notre bâton de pèlerin pour parler de ce sujet sans relâche, parce que c'est réellement là où on doit travailler, parce que je vous dis, aucun pays ne s'est développé sans avoir développé son infrastructure. Vous voyez donc le plan Marshall en Europe, prenez tous les benchmarks de tous les pays du monde entier, c'est grâce aux projets d'infrastructure qu'ils sont développés rapidement, parce que c'est tout de suite des gros volumes. D'accord. Et donc on en a besoin. Mais si en plus, quand je vous dis on met l'impact social et économique, on va se développer 3-4 fois plus vite que ce que l'on fait maintenant. Donc c'est vraiment un enjeu crucial pour le développement de Madagascar. D'accord. Mais cela veut dire aussi raffermir une certaine confiance aussi du panier même de l'entrepreneur par rapport à ses activités et surtout à la qualité aussi des travaux, parce que c'est toujours là le mal qu'on constate, mais il y a aussi les appels d'offres. Alors, SEBTP par rapport aux appels d'offres, est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous vous battez pour avoir aussi parfois ces parts de marché, parce que ce sont les plus gros marchés, n'est-ce pas? Oui, on se bat tous les jours. On se bat tous les jours. Nos entreprises se battent tous les jours. Sauf que, comme je vous dis, quand certaines entreprises arrivent avec leur matériel qui peuvent être des fois importés en étant hors douane, parce qu'il y a un travail qui fait avec leur propre ambassade, et bien, on n'est pas, les entreprises, même les plus grandes entreprises dans notre syndicat ne sont pas concurrentiels. Donc c'est un défi, c'est un combat, je vous le dis, et c'est notre combat actuel. On parle toujours aussi de main-d'œuvre, de l'éducation, de l'enseignement. Tardivement, on a réagi sur la technique. Et maintenant, on s'y met. Vous avez aussi une part de responsabilité, parce que c'est une source aussi de vos activités, former les jeunes ouvriers, les jeunes étudiants. Comment ça se passe? Le SEBTP est vraiment engagé sur ce sujet via plusieurs organismes. Déjà via le CNEF-BTP. Donc le CNEF-BTP, c'est une entité financée par l'Agence française de développement, actuellement à hauteur de 9 millions d'euros, où donc le SEBTP est dans le conseil d'administration. Et cette entité-là a la charge de déjà réhabiliter comment on appelle ça, les lycées techniques, faire la formation des formateurs, et donc vraiment de former
les étudiants au métier du BTP. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, où vraiment le SEBTP est très actif, concerne la santé, sécurité au travail pour les entreprises du BTP. Donc pour cela, nous avons un partenariat avec l'OPP BTP. Donc l'OPP BTP, c'est un organisme français qui s'occupe essentiellement de la santé et sécurité au travail. Alors, à quoi consiste ce partenariat? Il consiste à ce que notre vision pour ce partenariat est que d'ici 3 ans, toutes les formations qui concernent le BTP doivent avoir un volet santé et sécurité au travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de faire une formation de maçon, mais dans votre formation de maçon, vous devez être sensibilisé à ce que, quelles sont vos habitudes, vos réflexes pour vous protéger, vous, pour que quand vous partez le matin de votre foyer, vous reveniez en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et donc pour cela, nous allons travailler d'abord sur toujours la formation des formateurs. Nous allons travailler sur la formation des dirigeants. Donc nous allons mettre en place la formation des dirigeants pour la santé et sécurité au travail. Évidemment aussi sur la formation des étudiants en eux-mêmes. Et donc, les entreprises du SEBTP, à terme, vont se démarquer sur vraiment ce volet santé et sécurité au travail. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec une entreprise du SEBTP, vous devez être certain que les règles de santé et sécurité au travail seront respectées et que leur personnel c'est-à-dire prendre en main quand même l'épanouissement même de ses ressources humaines pour une bonne santé, mais pour un bon résultat aussi. Donc c'est le prolongement, tout compte fait, de l'entreprise et des personnes ressources. Monsieur le Président, rappelons-le, sur Embarras, nous sommes avec le président du syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics de Madagascar, Ariane Andiate Fias. Excusez-moi, j'écorche un peu votre nom, excusez-moi. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un contrat quand même entre ces jeunes apprentis qui deviennent des professionnels et les entreprises ou le SEBTP? Parce qu'on parle aussi de fuite de savoir-faire. Un plombier est mieux payé ailleurs, par exemple. Un zingueur est mieux payé ailleurs qu'à Madagascar, où c'est un métier même pas considéré. Alors comment on fait pour protéger ces ressources où on les a donné tout pour pouvoir être professionnels? Alors, concernant les métiers, on va dire manuels, tels que vous avez cités tout à l'heure, on n'a pas encore réellement de fuite de cerveau à proprement parler. On a plutôt même un déficit de compétences qu'on essaie de combler justement via le CNEF BTP et les autres organisations que le SEBTP est en train de mettre en place. Ce qui peut arriver, mais c'est vraiment de manière marginale, c'est quelques ingénieurs qui vont aller en Afrique, en Europe, mais ça reste très marginal. Ce qu'on constate réellement pour l'instant, au contraire, c'est que vraiment on a un manque de compétences aussi bien en nombre en qualité qu'en quantité, et c'est vraiment à quoi on travaille. Mais pour l'instant, on n'a pas réellement encore de fuite de cerveau. Et d'ailleurs, je lance un appel aux auditeurs, aux parents, pour valoriser le métier du BTP. Parce que on a encore trop tendance à croire que quand un enfant est en échec scolaire, on lui dit « Ah, t'es un échec scolaire, va dans un lycée technique pour faire plombier, pour faire électricien. » Or, comme vous dites, un très bon électricien, un très bon plombier peut gagner bien sa vie, même mieux sa vie qu'un universitaire. Et donc, nous, le SEBTP, on est en train de lancer un cri d'alerte et d'alarme en disant: ne prenez pas les métiers du BTP comme des sous-métiers. Donnez la perspective à vos enfants, s'ils le souhaitent, de réellement être un bon plombier, un bon électricien, un bon maçon. Ça ne court pas les rues. Voilà. Et le marché est énorme. Donc, chers parents, pensez-y. C'est pas uniquement les enfants qui sont en échec scolaire qui doivent
s'impliquer dans les métiers manuels du BTP. Alors, justement, Monsieur le Président, vous avez parlé de marché. Voyons plutôt du côté maintenant matériaux et matériels. C'est un flux ici au pays de toute marque, de tout acabit par rapport, si on parle de sanitaire, de vitres, enfin de métaux. Est-ce pour nous une aubaine ou ça nous dérange quand même par rapport aux appels d'offres, par rapport donc à l'enveloppe qu'on nous donne pour faire un projet? En ce qui concerne les matériaux, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif est que ce soit fabriqué localement. Je parle par exemple du ciment. Le ciment, en ce moment, on peut le citer, une entreprise membre du SEBTP, Alpha Ciment, envisage d'investir dans une nouvelle usine à Ebit. C'est le genre d'initiative qu'on doit favoriser parce que c'est un gros investissement. On a aussi d'autres cimentiers qui veulent s'implanter à Tamatave. Donc oui, en ce qui concerne les matériaux, stratégiquement, on a vraiment intérêt à les accueillir sur notre sol et aussi de leur donner un cadre législatif, un cadre fiscal clair et immuable sur au moins 10-15 ans. Et plus le pays est en mesure de capter ces investissements, mieux ce sera pour notre développement. Donc là aussi, je lance un appel. Faciliter à ces gens. Faciliter les investissements, aussi bien des gros que des petits, petits entre guillemets, en ayant un cadre législatif et cadre fiscal clair et immuable sur plusieurs années, parce que vous savez très bien, quand on investit, il ne s'agit pas d'attendre un retour sur investissement sur 5 ans, mais à long terme. Oui, c'est dans 15-25 ans. Donc, moi, je suis réellement convaincu que si on offre ce cadre légal stable, rien qu'avec les investissements privés, Madagascar peut faire un réel saut dans son développement économique et social. Oui. Alors, vous êtes également administrateur, il me semble, dans le FER et dans le AR. Ça veut dire que vous avez droit à la parole, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit d'alerter, étant donné que, vu par exemple l'état de nos routes, c'est du BTP aussi, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a deux sujets. Fonds routier. Fonds routier, évidemment, pas moi à titre personnel, mais le SEBTP est présent dans le conseil d'administration du fonds routier, évidemment. La problématique ces dernières années est que le fonds routier fait son budget et que le taux d'engagement ne dépasse même pas 10%. Je donne un exemple, par exemple, le budget de 400 milliards d'arrière, eh ben, on engage pour 40 milliards d'arrière à l'année. Et en fait, c'est ça. Et la conséquence, on est que toutes les routes du pays sont en mauvais état. Oui. Et heureusement, cette année, on constate quand même une réelle volonté du ministère des Travaux publics, de l'État en général, de la présidence. Il y a une prise de conscience en disant ça ne peut plus durer ainsi. L'état des routes, tout le monde en est conscient, l'état des routes est un frein au développement économique et qu'on doit réellement travailler là-dessus. Donc là, en ce moment en tout cas, il y a une réelle volonté d'augmenter ce taux d'engagement du fonds routier. Et nous, SEBTP, on encourage le fonds routier, le ministère public et l'État à aller dans ce sens-là. Et nous les encourageons aussi à prioriser les routes nationales. C'est-à-dire que... Les artères, je pense. Oui, les artères économiques. Route nationale numéro 2, numéro 7 pour le tourisme, numéro 4, numéro 6. Parce que c'est d'avoir la priorité. Quand ces routes-là sont en bon état, évidemment, vous pouvez attaquer les autres routes, mais réellement, s'il fallait prioriser, d'abord entretenir ces routes-là,
Et il me semble qu'en ce moment, quand même, nous ne pouvons que constater et encourager le ministère, le faire dans ce sens-là, et c'est en bonne voie. Oui, on a sorti tout dernièrement, il y a eu un déblocage pour la RN2, il me semble. Et aussi, là, nous allons recevoir la COI dans 15 jours. Au mois d'août, nous allons recevoir la SADC. Et comme vous voyez, toutes les routes sont en train de se faire, Antananarivo est en train de s'embellir ce qu'on voudrait. C'est que chaque année, il y a un grand événement. Voilà, pour mieux faire à chaque fois, il faut attendre un événement, oui. Qui nous permettent de faire. C'était le même cas lors des Jeux des Îles. Les Jeux des Îles, on a fait le route. Donc, ce qu'on souhaite pour le bien d'Antananarivo, c'est qu'il y ait le maximum d'événements comme ceci et ça nous permettra d'en tenir les routes. D'accord. Oui, alors il avait averti, il l'a exécuté. Donald Trump nous taxe de 47%. Alors comment on réagit si on parle d'abord de votre secteur? Alors, d'abord on est abasourdi. On est abasourdi, on ne comprend pas. Concernant le secteur du BTP en lui-même, on n'est pas exportateur. Donc on n'est pas concerné directement. Mais là, je prends ma casquette de vice-président du GEM. Et donc dans le GEM, dans le GEFP, les zones franches. Voilà, les zones franches, qui seront en première ligne pour absorber ça. Et donc on comprend pas, d'autant plus que la balance commerciale des États-Unis vis-à-vis de Madagascar, bien sûr, elle est déficitaire. Ça veut dire qu'ils importent plus de nos produits qu'ils exportent, mais globalement, on reste vraiment insignifiant par rapport à d'autres pays. On se demande même, je vais être sincère avec vous, avant que Donald Trump sorte ce taux de 47%, je ne savais même pas qu'il savait où était Madagascar. Donc je ne comprends pas pourquoi il est couché Madagascar en disant on va mettre 47% juste derrière les autos qui est à 50%. On dire qu'on est le deuxième pays au monde le plus taxé par les États-Unis. Donc on ne comprend pas. Et évidemment, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on ne reste pas les bras croisés. On aura mardi prochain une séance de travail avec le MAE. Et là, il s'agit vraiment entre secteur privé et secteur public de travailler la main dans la main, faire l'union sacrée pour nos entreprises. Parce que là, il s'agit de 6 000 emplois directs pour le GEFP. Si cette taxe est réellement maintenue et exécutée, moi je vous dis, on aura 6 000 personnes qui seront du jour au lendemain sans ressources. Et comment on fait? On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut l'union sacrée. L'union sacrée, il s'agit de Madagascar, il s'agit de l'intérêt de nos travailleurs, il s'agit de notre équilibre social. Et j'espère que très rapidement, on pourra trouver une solution, d'autres solutions alternatives. Oui, pourquoi être toujours dans un système conventionnel? Il faut élargir le bassin d'exportation quand même, non? Oui, il faut élargir le bassin d'exportation tout en essayant de continuer le dialogue avec les États-Unis pour les faire revenir à la raison. En tant qu'entrepreneur, vous devez avoir plusieurs plans A, B, C. Le plan A, évidemment, c'est de voir avec les États-Unis pourquoi ce taux d'imposition et évidemment chercher d'autres sources, d'autres pays pour exporter notre savoir-faire en textile. Le temps passe très vite. Et il y a un point quand même qu'il faudrait soulever. Il y a le RSE aussi qui compte énormément pour le SEBTP, il me semble. Mais un autre point aussi, c'est les carrières, les exploitations des carrières. Et on parle RSE. C'est pas un peu trop abusé, parfois, ces exploitations? Et d'ailleurs, il y a eu un conflit. Plus d'eau, nappes phréatiques, qualité de nos pierres même, qui ne sont pas cuites, comme on dit en malgache, tsmasakatsar. Et est-ce que vous tenez compte de ces paramètres en appliquant ce RSE?
Les entreprises du SEBTP, oui. Et c'est aussi la sensibilisation que nous sommes en train de faire, notamment nous avons une séance avec la Banque mondiale en disant il y a des critères d'évaluation dans les offres. Et moi, je peux vous dire, c'est pas parce que je suis président du SEBTP, mais je peux vous dire que quand l'entreprise du SEBTP répond à un appel d'offres international, on est vraiment à cheval sur ces standards-là. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres entreprises qui viennent à Madagascar. Et on aimerait que réellement ce sujet, ce volet RSE soit regardé de manière un peu plus détaillée pour retenir plus l'attention des entités qui font l'évaluation des offres, afin de ne pas pouvoir faire des écarts et des erreurs comme vous venez de le citer. Parce que moi, je peux vous le dire, les entreprises du SEBTP, on ne pourra pas dire qu'on ne respecte pas le RSE. C'est notre charte. Parmi le grand point aujourd'hui qui intéresse, mais vraiment exploité, et aussi un paramètre de développement, un paramètre de qualité, c'est le RSE. Le RSE, les SEBTP, c'est comment aujourd'hui? Ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises du SEBTP ont un standard élevé du respect des normes. Le RSE n'est pas une norme, mais du volet RSE. Et d'ailleurs, quand nous faisons des réunions avec les bailleurs de fonds, nous cessons de les sensibiliser sur ce point, car les entreprises du SEBTP respectent donc les normes RSE, et on constate que lors de l'évaluation des offres, c'est pas forcément le cas pour les autres entreprises. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est que les évaluateurs regardent un peu plus en détail ce point-là, parce que nous sommes convaincus que si les évaluateurs regardent ce point-là, ça va avantager les entreprises du SEBTP, car nous sommes vraiment au point sur ce sujet. Ouais. Mais c'est-à-dire quand même que comment on perçoit au niveau, par exemple, du personnel qui compose les près de 100 et plus des entreprises, comment ça perçoit ce RSE? Parce que RSE, pour les gens, cela veut dire, pour la plupart des gens, c'est propreté, c'est planter des arbres, c'est mettre un terrain de basket, mais c'est plus que ça, le RSE. Surtout dans un domaine comme le vôtre, bâtiment, travaux publics, ça a un impact aussi sur la santé. Oui, vous avez raison. Je pense que les entreprises de SEBTP ne sont plus à ce genre de saupoudrage, disons, mais réellement, par exemple, le travail des enfants. Vous ne trouverez jamais une entreprise du SEBTP qui fera travailler les enfants sur les carrières. Là aussi, par exemple, nous essayons d'avoir plus un approche genre, par exemple, dans mon entreprise. Dans les cadres, je pense qu'il y a au moins, au minimum, 50% de femmes. Ah ouais. Et donc, oui, vous avez raison, il ne s'agit pas de faire des saupoudrages, mais réellement d'être conscient du bien-être de l'être humain au quotidien pour nos chantiers. Et ça va du RSE, ça va de la santé et sécurité au travail. Et les entreprises du SEBTP sont sensibilisées là-dessus. Les ingénieurs femmes dans le BTP, il y en a assez quand même? Ah oui, il y en a de plus en plus. Ouais, il y en a vraiment de plus en plus. Et moi, je peux vous dire que dans mon entreprise, elles sont formidables, elles ont du courage. Elles ont aussi, quelque part, une sensibilité qui permet même d'avoir plus de leadership que des fois un homme peut avoir. Ah oui? Ah oui, oui. Donc, moi, je lance un appel aux entreprises. Encadrement femme, c'est vraiment le bon équilibre. Le bon équilibre parce qu'elles ont un leadership naturel qui fait qu'en général, elles atteignent leurs objectifs. Modernisme. On parle maintenant de bâtiments, de construction, de logements. Qu'est-ce qu'on adore le cubisme? Impensable. Et les étrangers préfèrent nos maisons traditionnelles. C'est pas un peu paradoxal ou est-ce que... Comment vous voyez ça, vous qui êtes dans le BTP?
On ne perd pas un peu notre culture, notre identité, sans pour autant être ringard? Personnellement, moi, je pense qu'il y a une place pour tout. Il y a une place pour tout. En discutant avec beaucoup d'architectes, les architectes sont réellement, je pense, sensibilisés à préserver notre patrimoine, on va dire, culturel Oui. par rapport à ce qu'on appelle le style malagasy. On sait très bien que c'est avant tout un style qui vient des colons anglais et français, mais bon, communément on dit style malagasy, John Gass. Et beaucoup d'architectes sont sensibilisés là-dessus et ils apportent une touche de modernisme dans des grandes baies vitrées, des grands espaces, et je pense que l'avenir se situe là. C'est-à-dire que c'est vendable. C'est vendable. Même à l'extérieur, on peut le faire. Oui. Ne pas oublier d'où l'on vient, l'histoire, tout en adoptant une démarche un peu plus moderne. Et je pense réellement que ce créneau-là a un bel avenir devant lui à Madagascar. Votre embarras prend fin. Le temps passe très vite. Mais sans doute quelques mots encore? Quelques mots encore. Ce que je pourrais dire, c'est d'abord vous remercier pour m'avoir invité. Et j'encourage le message, j'encourage les parents, les familles à ne pas sous-estimer le métier du BTP, le métier manuel. C'est pas un sous-métier. Un bon électricien, un bon maçon aura une très belle carrière. Un des messages aussi, c'est les jeunes qui veulent créer des entreprises dans le BTP. Quoi qu'on en dise, ça reste un bon métier. Seulement, soyez pas trop pressés. Le conseil que je peux donner, par exemple, c'est de commencer à travailler dans une entreprise quelques années pour avoir de l'expérience, pour être habitué à une obligation de résultat, pour être habitué à la rigueur. Quelques années après, vous pouvez fonder votre entreprise et nous serons là pour vous guider, pour faire du mentorship. N'hésitez pas. Embarras a eu raison de dire que le BTP est le socle du développement socio-économique? Bien évidemment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si on regarde tous les pays qui se sont développés rapidement, la plupart, pour ne pas dire la majorité, la quasi-majorité, se sont développés grâce aux infrastructures. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va très vite, des gros montants, donc ça va s'injecter dans l'économie, très vite un fort impact social, à condition évidemment qu'on fasse appel à ses propres travailleurs, et un impact économique parce que ça va tout un écosystème d'entreprises qui vont travailler là-dessus, et donc réellement, si on veut se développer très rapidement, c'est bien les infrastructures, sans compter que si vous voulez faire du tourisme, si vous voulez faire de l'industrie, quelle que soit l'activité que vous voulez faire, si les routes ne sont pas faites, je pense que vous voulez faire de l'agriculture, si les routes ne sont pas faites, votre activité ne marche pas. Donc, d'abord, les routes, priorité, les infrastructures. Je dirais, en parallèle, l'énergie. Parce qu'évidemment, si l'énergie coûte aussi cher, ça va, conjoncturellement, ça va défavoriser nos entreprises. Donc, route et infrastructure, énergie. Et la bonne gouvernance qui permet aux entreprises de voir à long terme, d'avoir foi en l'avenir et d'investir. Et avec ces trois paramètres-là, je vous donne rendez-vous d'ici 5 à 10 ans. Madagascar aura un autre visage. Oui, on ne va pas attendre quand même 5 ans pour se revoir, parce que là, il y aura sûrement d'autres membres qui vont vous rejoindre, d'autres jeunes aussi qui vont mieux apprendre avec vous. Professionnalisation, c'était l'embarras de Ari Andjetefjazen, président du SEBTP.